à l'impact qu'il va avoir et au fait qu'on va arriver à sauver la planète, à remettre en cause les inégalités imbriquées, on va être complètement paralysé. Et donc on a une nécessité de se dire que l'enjeu, il est d'être authentique, il est de porter ce qu'on juge juste. Et là je vais citer Thoreau qui dit « La seule obligation qui m'incombe, c'est de porter en tout temps ce que j'estime juste, quel qu'en soit le prix. » Et je pense qu'il faut rajouter quel qu'en soit l'impact. C'est pas pour autant qu'il faut pas réfléchir pour que ce soit le plus efficace possible, mais qu'il faut pas se laisser paralyser par le fait de tout quantifier et de se dire que si on n'arrive pas à enrayer la catastrophe, ça vaut plus la peine. Ou en tout cas qu'on n'est plus pas à la hauteur. Et donc cette émancipation de l'espoir, pour moi, c'est une manière de politiser l'espoir. C'est-à-dire de ne pas en faire seulement une espèce de coaching individuel en remède dans l'éco-anxiété, en se disant ouais, on garde espoir, parce que ça nous sauvera pas politiquement, mais qu'il faut arriver à le vivre comme porter un horizon juste qui imbrique toutes les causes, mais qui ne nous paralyse pas sur les types d'actions. Et moi, on m'a beaucoup dit, il faut Malcolm X pour qu'il y ait Martin Luther King. Et on m'a aussi beaucoup dit qu'il était paradoxal de dire que l'ennemi commun, c'était le capitalisme, et d'être sans cesse en train de se demander, de mettre tout en chiffres et de se demander ce qui va être efficace et qui va être le plus efficace ou pas. Il y a des choses qu'on peut quantifier, et cela, il faut le faire. Par exemple, sur la question animale, sur laquelle je fais un zoom en ce moment, végétaliser les cantines, on voit bien qu'en termes de nombre de vies sauvées animales, c'est très efficace, donc il faut le faire. Mais il y a des choses dont on ne sait pas quelles sont leurs répercussions en termes de changement de ce qu'on considère comme juste ou pas. Par exemple, la question des refuges ou plein d'autres initiatives. Et c'est pas pour autant qu'il faut pas les faire ou qu'il faut stigmatiser ce type de mobilisation. Donc voilà, sur l'espoir, je trouve que il faut le politiser au sens d'en faire quelque chose qui soit un horizon, qui soit pas conditionné à la performance, en tout cas de court terme. Et là où je trouve ça intéressant quand on pose la question de l'impact pour l'espoir, c'est que en réalité, bon, on est aux journées d'été des écologistes. Je crois qu'on est particulièrement bien placé pour savoir que parfois on a toutes les raisons du monde de se dire que tout est foutu. Enfin, franchement, je pense que tous dans nos vies militantes, régulièrement, on s'est dit bon ben, ok, les trajectoires à 1,5 degré c'est mort, l'effondrement de la biodiversité c'est là, la 6e extinction c'est là. Enfin, typiquement, on est quand même à l'avant-poste du découragement. Et pourtant, on est de plus en plus nombreux, on arrive à être presque de plus en plus majoritaire, tu le disais, dans les idées, dans la société, sur la nécessité d'agir et sur le fait qu'il faut faire quelque chose. Et ça dit quelque chose de nous. Et je crois qu'effectivement, si on décorrèle la question de l'impact, quand on joue un match de foot, c'est pas parce que l'adversaire en face il nous a mis 3-0 qu'on arrête le match et qu'on arrête de jouer. Nous, c'est ce qu'on continue à faire et on a des exemples de lutte dans le temps qui ont montré que l'espèce de ténacité à tenir, bien sûr qu'on ne pourra pas prédire le résultat. Mais peut-être que l'espoir, il n'est pas dans le résultat et il est dans le faire collectif. Et ça, c'est quelque chose qu'on expérimente au quotidien dans une manière de faire de la politique différemment. Moi, je sais que je me suis engagée à Lyon pour ça, en politique, parce que j'ai vu qu'on pouvait faire de la politique différemment en essayant de changer des rapports qui sont profondément patriarcaux, qui sont des rapports de domination. Et c'est le constat qu'on fait, c'est que les partis politiques sont quand même un héritage patriarcal, masculiniste, majeur de domination. Et comment est-ce que nous, on arrive dans une culture politique féministe, écoféministe, où on va remettre au centre de la manière de faire de la politique le soin, la joie, la place pour les émotions et la place pour une forme d'espoir qui n'est pas un espoir figé comme un idéal, mais un espoir collectif et multiple et vivant et qui se crée à mesure qu'on fait ensemble. Et c'est là où on parle, enfin on peut l'apparenter à la joie presque au sens de Spinoza, mais dans un sens c'est quelque chose qui est en mouvement perpétuel, qui est collectif et qui se crée de nos interactions humaines. Ce qui suppose une volonté de s'investir dans l'appareil politique en tant que parti, mais parfois en tant que collectif, citoyen, militant, avec une volonté de prendre soin. Donc nous, par exemple, à Lyon, c'est passé par une campagne municipale en 2020 qui était extrêmement joyeuse, extrêmement dans le quotidien, dans la bienveillance, on trace notre propre ligne, on donne à voir un autre modèle de faire de la politique. Dans le mandat de député, c'est faire des agoras citoyennes où tout le monde peut poser des questions, être au contact systématiquement et en fait avoir une incarnation, une manière de faire du collectif qui donne envie aux gens de rester.
pas forcément en s'encartant, mais juste parce qu'ils voient un visage différent de l'incarnation politique, parce que l'espoir sans le politiser, j'ai envie de dire, c'est une prière en fait, et ça ne produit pas d'action concrète. Et nous, ce qu'on a vu, c'est qu'un espoir politisé, il est collectif et il donne des résultats. Et pas forcément des résultats dans un sens d'efficacité. Et d'ailleurs, je me disais, le titre, c'est militer, convaincre, gagner, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire gagner ? Moi, j'ai 3 exemples de batailles collectives qui ont été très fortes. La lutte contre les PFAS, mobilisation d'ampleur citoyenne. On finit avec la législation la plus ambitieuse au monde grâce au travail de Nicolas Thierry. On peut dire qu'on a gagné, mais on a gagné collectivement. Appareil politique, main dans la main avec la société civile et avec la mobilisation citoyenne. Consentement, on a presque gagné, on est à 95% du chargement, on a la commission mixte paritaire et le vote solennel qui vont arriver en septembre, donc la modification du code pénal et de la définition du viol. Ça a marché parce qu'on a travaillé avec les associations, avec un gang d'expertes féministes, avocates, juges qui nous ont aidés, et la société civile, et aussi l'impact énorme qu'a eu dans la société le procès des agresseurs de Gisèle Pelicot. C'est une victoire collective. Et en fait, j'ai envie de vous citer le dernier, et ce serait la lutte contre la loi du plomb. Et là, moi, mon premier réflexe, ça a été de me dire, on n'a pas gagné. Bon, en réalité, on a gagné. Parce qu'on a gagné une mobilisation d'ampleur, main dans la main, politique, citoyen et société civile. On a gagné de mobiliser plus de 2 millions de personnes sur une pétition, donc avec une mobilisation d'ampleur. On les a fait reculer sur l'acétamipride. Mais surtout, on a gagné en termes de constitution du collectif, en fait. Et parfois, c'est ça, gagner. C'est pas forcément que ça va se traduire en vote. Dans vos luttes locales, ça veut pas dire que le projet contre lequel vous luttez, il va échouer. Mais ça va être peut-être que vous aurez constitué un collectif et vous aurez nourri des liens qui, dans une période pré-fasciste, nous permet de faire îlot de résistance et qui va en fait servir aussi sur le temps long. Et c'est tout l'enjeu de la bataille culturelle autour de l'espoir. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet justement de répondre à une défiance vis-à-vis du politique, vis-à-vis d'une conception assez classique du politique, incarnée par les partis politiques, par des connivences avec les élites économiques, les élites médiatiques, et donc de redonner aux politiques une dimension plus horizontale, plus dans des débats citoyens, de faire émerger des sujets qui soient des sujets qui montrent comment l'intime est politique, comment on a le courage aussi de mettre à l'agenda des choses qui ne sont pas forcément consensuelles, qui ne sont pas encore considérées comme faisant problème social et politique. C'est faire vraiment de la politique au sens où la politique, c'est pas de la gestion du possible, c'est de la gestion de l'impossible. C'est-à-dire que la politique, c'est cet horizon entre ce qui est et ce qui devrait être, et redonner à la politique cet intervalle-là d'espoir, justement, d'espoir que le meilleur soit possible, que du plus juste soit possible. C'est redonner un élan aussi aux citoyens et aux citoyennes pour ne pas se sentir seulement dans l'impuissance et dans le fait de gérer le no alternative, mais dans le fait de trouver que la politique, ça permet de rêver réalité, ça permet de considérer qu'autre chose et qu'une autre type de relation et une autre type de système économique et politique est possible. Donc je trouve que c'est politiser l'espoir, c'est redonner en réalité aux politiques sa place, qui est une place de co-construction de la norme commune et pas seulement une reproduction qui est perçue de cette manière-là par en particulier les classes populaires, une reproduction de l'intérêt des élites au nom du prétendu intérêt général. Donc je trouve que dans le comment on fait de la politique, il y a de ce qui est politique et qui est politique. Et donc là-dessus, je trouve que le rapport de l'écologie politique a interrogé à la fois les sujets, ce qui fait sujet politique, qui porte la politique, mais aussi quels sujets on considère comme étant des sujets légitimes à discuter, permet de redonner de l'espoir dans la politique et dans le politique. Et il y a en particulier dans la période actuelle, on a une forme d'horizon, en fait, on veut nous faire croire que l'horizon est bouché, en fait, en face. L'adversaire veut nous faire croire que
il n'y a pas d'alternative, que le budget c'est le budget, qu'il va falloir faire des coupes, que c'est comme ça, qu'on n'a pas de moyen de trouver des recettes supplémentaires. Enfin, en fait, il y a tout ce récit de finalement la rigueur, l'austérité et tout ça qu'on nous impose, c'est inévitable. Les changements de société qu'on nous impose, une espèce de marche du monde en fait, fermer nos frontières c'est inévitable, accueillir moins, couper, tout ça ce serait inévitable. Et c'est là où nous, on est particulièrement en difficulté puisqu'on fait face à une machine qui est extrêmement bien financée, extrêmement puissante. Et on doit passer d'un moment où on est sans cesse en réaction à cet horizon-là, à réussir à dégager un horizon de proposition et donc de possible et de dire attendez. Donc on va arriver à le faire par exemple sur le budget, de dire bah non, un autre budget est possible, on a des recettes, on a la taxe Zuckman, etc. Mais comment est-ce qu'on va plus loin? Parce qu'aujourd'hui on a une difficulté à se dire, en tout cas du côté de la gauche et des progressistes, l'horizon désirable tel qu'on le souhaite, c'est celui-là, et d'avoir l'espace en fait pour dérouler et le donner à voir et l'incarner comme tu le disais. Et là c'est notre difficulté. Mais c'est là où justement on a tous et toutes notre rôle à jouer en termes d'incarnation du politique. Parce que si vous êtes ici, il y a de très fortes chances que vous êtes convaincus que tout est politique et que donc chacune a un rôle à jouer de la manière dont il ou elle consomme en faisant ses courses, dans la manière dont il ou elle interagit avec ses proches, dans la manière où il ou elle s'implique en fait dans des luttes locales. Tous à nos niveaux, on a une possibilité d'incarner quelque chose du politique qui se fait différemment. Par le rapport aux liens, par le rapport aux soins, par le rapport à la politique en soi, comment est-ce qu'on présente la politique telle qu'on la pratique. Et tout ça, c'est des leviers d'action du quotidien, où parfois peut-être on a l'impression que ça n'a pas forcément un grand impact à court terme, mais où sur le temps long, on recrée une société du lien qui va à l'inverse en fait de la machine contre laquelle nous luttons collectivement. Et ça va se jouer évidemment sur les prochaines campagnes électorales, mais d'ici là, la politique, elle est partout où vous la mettez dans vos vies, et ça, je pense que c'est hyper important de le dire. Je sais pas si sur les incarnations et le concret, ce qu'on peut dire d'autre. Alors, moi, ce que je soulèverais, qui a beaucoup été soulevé par les responsables d'associations activistes que j'ai interviewés, c'est que souvent, on discrédite ces mobilisations parce qu'on les voit comme dépolitisantes. Alors, par exemple, les Gilets jaunes, Extinction Rébellion, ou voilà. Alors, dépolitisante à plusieurs titres, parce qu'elle se situe pas forcément dans la démocratie représentative, elle critique même souvent les représentants, parce qu'elles sont du côté de l'émotion et qu'on oppose souvent à la raison, et parce qu'elle remettrait en cause aussi une vision unifiée de la République, où dès qu'on émet des critiques ou qu'on porte certains types de causes, on est communautariste, on est individualiste. Et en fait, elles sont beaucoup analysées, et en particulier aussi par des collègues, comme étant du côté du contre, du moins, contre les injustices, les violences, moins de pauvreté, et pas du côté du pour. Donc il y a cette idée que c'est pas vraiment de la politique, parce que la politique c'est plus noble, et c'est du côté du pour, du côté de la révolution et pas de la révolte, de l'idéologie et pas de la dénonciation des injustices qu'on subit. Voilà. Et là je trouve qu'il y a quelque chose à déverrouiller dans ces oppositions-là, et on voit bien, comme tu l'as dit, qu'il y a toujours de manière entremêlée du contre et du pour. Et d'ailleurs, sans faire du name dropping d'un grand homme, mais quand Platon, il dit en fait, on perçoit le juste par l'injuste. Et on voit bien là que le fait de dénoncer les injustices, c'est par rapport à un horizon de juste. Donc l'entremêlement du contre et du pour, c'est intéressant. Et on voit bien en effet qu'il est quand même plus confortable en termes de confluence des luttes d'être du côté de l'ennemi commun. Donc il y a un ennemi commun qui est assez clairement perçu. Par exemple, Priscilla Ludowski, que j'interviewe, des Gilets jaunes, me dit on s'est retrouvés devant les locaux d'Amazon, Gilets jaunes, Gilets verts et Gilets noirs, parce que là on a un ennemi commun, que ce soit lutte contre le racisme, contre les injustices sociales, ou contre les dimensions écocidaires. Par contre, sur le bien commun, c'est plus compliqué. Et ça, c'est vrai que c'est un horizon qui a créé. Vous le voyez de manière concrète dans les incarnations au moment des élections, puisque dans une démocratie représentative, l'élection est centrale. Si on croit aux droits fondamentaux que permet la démocratie libérale, ce qui est mon cas,
comme cadrage qui permet que toutes les autres luttes puissent s'exprimer. On le voit bien avec les États-Unis en particulier. Quand la démocratie libérale, c'est-à-dire le fait de garantir le pluralisme, l'intégrité, la lutte contre les violences et porter l'égalité et la liberté individuelle, quand ça c'est remis en cause par l'État, hein, ce qui est le cas par exemple aux États-Unis, il est quand même très difficile de pouvoir porter et revendiquer des luttes et de pouvoir faire vivre un pluralisme. Donc les moments des élections, et si vous êtes ici, c'est que vous en avez conscience, ne sont pas l'alpha et l'oméga de tout le politique et de la mobilisation politique dans son entier, mais pour autant elles sont la condition de possibilité de garder ce cadrage de démocratie libérale. Et pour ça, il faut arriver à porter du commun pour que, en particulier, ces idées soient portées par un camp qui est un camp de gauche, puisque c'est comme ça que se joue le politique au niveau des urnes. Et là, on voit que ce qui peut être perçu comme du commun en termes d'ennemis communs est beaucoup plus difficile en termes de bien commun et en termes d'incarnation commune. Donc là, c'est un sujet que tu dois plus connaître que moi concrètement, dans cette difficulté à savoir comment est-ce que on garde ces conditions de possibilité de faire du commun, en particulier au niveau du Parlement. En t'écoutant, je me suis dit que peut-être que le titre ça aurait pu être, plutôt que militer, convaincre, gagner, ça aurait peut-être dû être militer, comprendre, gagner. Peut-être qu'en fait ça passe par là. En tout cas, je pense qu'on a une chance, nous féministes, de pouvoir s'appuyer sur un système de pensée qui pour le coup est systémique et qui peut-être nous permet, peu importe de là où on parle dans notre positionnement et notre poste de lutte, de faire les liens pour comprendre d'où parlent les autres un peu plus. Et peut-être que justement pour faire du commun, ça suppose de pouvoir de pas forcément chercher à convaincre, mais peut-être chercher d'abord à comprendre et à écouter. Et ça change un petit peu la posture et ça permet peut-être de sortir justement d'un rapport de force perpétuel de moi j'ai raison donc toi tu vas enfin te mettre et être d'accord avec moi. Peut-être pas. Et on revient à cette notion de ok, on parle pas du même endroit, pourtant on a quand même un horizon commun qui se dessine plus loin, donc on va avoir des stratégies différentes, mais je vais essayer de comprendre la tienne, tu vas essayer de comprendre la mienne, on va essayer de se respecter et de pas se taper dessus parce que la finalité elle est la même. Et ça suppose dans cette idée de redéfinir du commun aussi, de lever peut-être un petit peu le pied sur ce que nous on aime bien souvent à gauche, c'est le plaisir de la bataille des idées quoi. On adore intellectuellement être stimulé, ne pas être d'accord et aller creuser. Et oui, ça a sa place et on crée des espaces pour ça, mais comment est-ce qu'on s'arrange pour que ça ne nous paralyse pas sur le temps long ? Et en fait là très concrètement moi dans ce que je vous dis je pense à bien évidemment les prochaines échéances électorales que nous avons. Est-ce qu'on veut chipoter sur le point 36 du programme, sur peut-être on va pas avoir exactement le même chiffrage ou la même approche, ou est-ce qu'on se dit qu'on a peut-être une priorité on va dire qui va être supérieure en besoin, en urgence, en nécessité pour se mettre d'accord et avancer ensemble. Mais dans tous les cas ça passe par une posture de l'écoute et de vouloir comprendre et de pas forcément vouloir imposer. On changera peut-être pas d'avis à la fin de la journée, mais en tout cas on aura construit des liens qui vont permettre qu'on va travailler ensemble même si on n'est pas exactement d'accord demain. Et ça pour le coup à l'Assemblée on le voit au quotidien. On travaille avec nos partenaires de gauche, mais pas que. Sur consentement il y a la droite qui vote. Et la droite vote pourquoi ? Parce qu'en fait on a passé des heures à essayer de comprendre les craintes, à expliquer, à passer du temps, à aller convaincre dans l'hémicycle, à organiser des petits déj et à ne pas mettre la honte à l'autre parce qu'il n'est pas d'accord avec nous et parce que peut-être que cette question on la trouve absolument nulle, franchement complètement ringarde, c'est vraiment un truc de boomer pré-MeToo. Mais en fait on n'a pas fait ce postulat-là. On a essayé de dire ok, en fait on vous écoute et tout est valide, on va répondre à toutes les questions et on vous promet qu'ensemble on va arriver à une proposition qui conviendra à tout le monde. Et ça, c'est du travail qui prend du temps, mais qui marche et qui marche parfois au-delà des rangs de la gauche. Et c'est important de le dire parce qu'il y a encore peu de champs, j'ai envie de dire, où on a encore de l'espace pour créer du commun. Et moi, j'ai envie de croire que c'est pas le cas pour tous les droits des minorités à l'Assemblée. Mais pour le coup, ce qu'on observe, il y a encore une citadelle ou deux où on peut encore faire du vrai travail collectif, c'est les droits des femmes et les droits des personnes handicapées. Et ça,
On peut se dire que c'est insuffisant par rapport à l'ampleur du chantier, mais en tout cas, ça nous donne un petit peu pour le coup des béquilles d'espoir pour se dire on a des méthodes qu'on arrive à mettre en place pour engranger des victoires collectives, même quand on pourrait penser que les vents seraient contraires. Et je vous donne l'exemple du consentement, c'est qu'au consentement quand même, pour le consentement, on a quand même eu au Sénat un vote à l'unanimité. Et un an avant, ça aurait été impossible. On n'aurait jamais imaginé ça. Et en fait, ça a marché parce qu'on a eu cette méthode du faire autrement, du dialogue, de l'écoute. Et ça, c'est, enfin moi en tout cas, ça me, pour le coup, dans le travail parlementaire, ça, c'est, pour moi, ça me donne de l'espoir et ça me donne envie de continuer à me battre. Alors peut-être juste, ça fait écho à 2 points qui sont assez présents là dans l'enquête que j'avais faite, dans les 2 enquêtes. Un point qui est l'idée que faire commun, c'est le faire en commun. Donc il y a vraiment ce que tu expliquais et qui est beaucoup porté aussi par les activistes, qu'on n'est plus sur une logique, on a une suspicion même très forte par rapport à un XXe siècle qui a porté quand même des révolutions qui ont abouti sur des totalitarismes. Et donc il y a vraiment l'idée qu'on ne va pas forcément se mettre d'accord sur un grand soir et sur cette idée d'une cartographie idéologique commune, mais que c'est par le faire en commun qu'on va faire du commun. Et on me dit il n'y aura pas de grand soir, il n'y aura pas de matin qui chante, donc en termes d'espoir c'est un peu violent, mais il y aura des jardins partagés. Alors il y a une dimension pour les écolos qui doivent vous parler, hein, mais c'est pas que du symbolique, hein, il y a vraiment cette idée en particulier dans les communes il faut créer des espaces communs autour de jardins partagés, mais pas seulement, être vraiment dans du vivre ensemble qui soit pas un slogan vide, mais qui soit vraiment dans le fait de se connaître, de se comprendre et de créer du commun par le partage concret. Deuxièmement, il y a l'idée, même s'il ne cite pas forcément Trotsky, qu'il faut faire front commun. C'est quoi le front commun? C'est le fait que chacun, en fonction des luttes, en fonction de ce que tu disais, hein, de nos points de vue situés, du type de répertoire d'action où les personnes sont les plus à l'aise, ils vont cheminer chacun à part plutôt et porter leurs revendications qui ne pourraient pas être aussi radicales au bon sens du terme, c'est-à-dire interroger les causes, les racines des inégalités, si d'emblée on était dans du commun. Donc il y a cette idée de marcher séparément en termes de processus d'émergence des revendications, des propositions, et ensuite frapper ensemble, c'est-à-dire savoir à un moment donné se mettre ensemble en comprenant à la fois les imbrications mais aussi les spécificités pour pouvoir porter en fait des revendications et les mettre en agenda, que ce soit des actions locales ou du changement législatif. Donc ça, je trouve que c'est intéressant de voir que là il y a quelque chose qui peut déstabiliser à la fois les associations plus anciennes ou les syndicats qui étaient habitués peut-être à avoir une adhésion qui était fondée sur des statuts, des principes communs, aussi une adhésion à un syndicat, une asso ou un parti à vie. Et maintenant, on a une dimension qui est beaucoup plus fluide dans les mobilisations où les plus jeunes générations vont s'engager sur des types de mobilisation, vont être fluides entre assos, entre collectifs, vont pouvoir être ensemble à un moment donné puis se redisperser, avec aussi cette idée qu'il faut s'imbriquer à un moment donné, il faut ensuite revenir au fait de marcher séparément. Donc on voit là qu'on est dans un rapport au militantisme et aux politiques qui a évolué, mais qui ne remet pas en cause l'idée de faire en commun ou de faire commun, tout en étant plus vigilant au fait que l'ancienne politique a quand même été beaucoup sur des porte-paroles qui n'étaient pas des premiers concernés. Et que là, il y a vraiment une volonté, une nécessité de questionner les causes. Et là, le point commun entre toutes les personnes que j'ai interviewées, de la Ligue des droits de l'homme jusqu'aux zadistes, c'est l'idée que si on veut être efficace, il faut travailler sur les causes, sur les racines, et qu'on va avoir des répertoires d'action différents, mais toujours pour travailler sur les causes. Et d'avoir aussi cette idée qu'on n'aura plus le même type de militantisme, mais que l'efficacité est sans doute à ce prix-là. Ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'est cette histoire de la radicalité.
qui au final, bon ici je pense qu'on prêche aussi des convaincus hein, sur la nécessité de s'attaquer aux causes du système, mais de se dire que finalement la radicalité au sens étymologique du mot, elle est nécessaire et elle est cardinale, et c'est peut-être aussi ce qui permet un postulat de confiance entre nos différents mouvements et entre nos différentes implications, puisque si on sait que tous et toutes on met la radicalité au centre, donc de la volonté de s'attaquer au problème par la racine, ben dès lors on peut peut-être se détendre en se disant ok, on a tous cet objectif-là, donc oui, on va avoir des stratégies différentes, mais on sait que ça nous réunit, puisqu'on sait d'où vient, entre guillemets, le mal, et c'est comme ça qu'on va le combattre, même si les méthodes seront différentes. Donc peut-être que la radicalité, finalement, ça pourrait être un peu l'outil pour défaire le nœud, et après, il y a la radicalité d'action, évidemment, et de mode d'action, et ça appartient à chacun, et chacun fait en fonction de ce avec quoi il est à l'aise, et aussi ce avec quoi il peut en fait agir. Et c'était la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est que tous les modes d'action ne sont pas accessibles à tout le monde, et ça peut être en fonction effectivement d'une vulnérabilité spécifique. C'est aussi en fonction de modes d'action qui sont plus ou moins visibilisés, mis en avant et valorisés dans les cercles militants. Mais on a aussi dans sa vie des périodes, des vulnérabilités permanentes, des vulnérabilités temporaires. On a des périodes où on a plus ou moins de temps pour certains types d'actions, pour militer à telle vitesse ou à telle autre. Et en fait, ça c'est une manière de vous dire que tout est ok et qu'il ne faut pas se laisser happer par les discours de la pureté militante et de faire tant d'heures ce serait mieux, faire telle action ce serait mieux. Chacun fait ce qu'il peut selon ses moyens et selon ses besoins aussi, et que c'est ok, et donc ça évolue avec le temps, et chacune on fait de son mieux aussi dans le militantisme. Et peut-être pour reboucler dans les choses qu'on retient, il y a la question donc d'incarner le politique différemment, la question du prendre soin, de comment est-ce qu'on fait vivre les collectifs, avec quelle intention, et puis la question de chacun à son poste, avec sa radicalité, ses stratégies, et évidemment dans le respect des uns et des autres. Et je sais pas si tu veux ajouter une dernière phrase avant de... On peut passer un petit temps de questions. Il y a un micro qui va circuler si vous voulez lever la main. Je vous encourage à faire des prises de parole pas trop longues pour que chacune puisse s'exprimer. Et bien entendu, nous appliquerons la règle de la fermeture éclair. Un homme, une femme ou autre. Exactement. J'ai une question en fait qui est peut-être très pragmatique. J'entends bien tout ce que vous dites et évidemment je suis absolument convaincue. Mais en revanche, moi je discute beaucoup avec des trentenaires sur mon territoire qui sont souvent très engagés dans des mouvements antifa, enfin voilà, très engagés sur des actions écologiques de terrain, mais qui absolument refusent toute imbrication avec des partis politiques, et notamment avec les écologistes. Et pour autant, voilà, j'essaye de leur dire qu'on partage complètement les mêmes valeurs et qu'on est là pour eux. Mais je sens bien qu'il y a une vraie difficulté d'ailleurs à dire je m'engage dans un combat politique, y compris sur un combat local de village, de municipalité. Et en même temps, mais je suis avec vous sur tous les combats que vous menez dans les actions écologiques que vous menez. C'est en Bretagne, hein, donc on a pas mal à faire. Donc voilà, ça c'est quelque chose pour lequel peut-être on a besoin encore d'éléments d'enrichissement pour savoir comment discuter avec ces personnes. J'avais été impressionné ce matin en fait par le maire de Grenoble, et en fait je le suis tout autant avec vous deux pour votre capacité en fait au dialogue, à l'écoute et au dialogue et à la communication. Et en fait c'est peut-être l'arme du mouvement, c'est celle-ci, l'arme de la communication, en fait l'arme du pauvre. Et vous avez cette faculté effectivement de séduire et d'expliquer les choses. Et je pense que ça sera effectivement une très très belle leçon, une très belle approche, je dirais, pour les futures campagnes. C'est des cas qu'on rencontre aussi sur, moi par exemple à Lyon, même chose. La défiance vis-à-vis du politique, elle est légitime. Parce que moi franchement, quand je me suis engagée en politique, je me suis dit, mais en fait, ils sont tous pourris. Tu vois ? Et à l'époque, la personne qui était secrétaire pour les écologistes à Lyon, la première fois que je lui ai parlé, quand je suis arrivée dans le parti, je lui ai dit, tu sais, moi j'ai vu les jeunes PS, les jeunes UMP, ça donne pas du tout envie, genre vraiment ça a l'air nul, votre truc. Tu vois ? Et qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, viens voir, tu vas voir comment ça se passe et tu verras si tu restes ou pas.
Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et je pense que les personnes qui ont une défiance vis-à-vis du politique, tu as l'air de dire que tu maintiens le dialogue et que tu expliques nos positionnements politiques et en quoi on se retrouve. Mais il y a quelque chose de l'ordre des convictions personnelles qui appartiennent à cette personne. Et je crois que le seul moyen de les dépasser un jour, si on veut les dépasser, déjà il y a 2 points. Le premier, c'est qu'on n'a pas forcément intérêt à ce que tous nos camarades qui sont dans d'autres luttes rejoignent les partis politiques. À nouveau, parce que de là où on parle, chacun, on a une certaine liberté du fait des cercles auxquels on appartient, et parfois on a intérêt à garder des camarades hors parti parce qu'ils font un job extraordinaire dans leur mouvement. Et tu vois, les partis n'ont pas vocation à tout absorber. C'est très bien qu'on ait des alliés à l'extérieur des partis, et ça a toujours été comme ça, et on fonctionnera toujours comme ça, et c'est positif. Et nous, on travaille très bien avec des citoyens engagés, les associations. Enfin, le parti, historiquement, à tous les niveaux, il fait ça depuis toujours. Donc ça, c'est le premier point, il n'est pas forcément souhaitable que nous absorbions tout le monde. Après, sur la question de la défiance et comment on peut la résorber, il y a aussi tout simplement le fait par l'action. En fait, si les camarades, ils te retrouvent à toutes les luttes avec eux, ils te voient faire de la politique différemment, tu leur proposes de venir à un apéro pour discuter, créer du lien, sans forcément justement se dire « je vais me débrouiller pour que cette personne finisse encartée et vote aux prochaines élections », en fait, tu vas créer un lien qui va être de nature authentique. Et peut-être que cette personne, par l'exemple, au bout d'un moment, va se dire bah en fait oui, finalement chez les écolos c'est pas mal, je m'y retrouve, j'étais un peu en défiance, mais je suis en adéquation avec les valeurs aujourd'hui, donc je suis prêt à passer le pas. Tu vois ? Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté. On a plein de gens qui se sont engagés sur la campagne de 2022 qui n'étaient pas encartés. D'ailleurs, il y en a certains qui sont aux journées d'été aujourd'hui et qui ont fait la campagne, qui ont adoré la campagne, qui ont adoré la manière dont on a fait campagne, qui ont continué de nous accompagner sur les débuts de mandat, sur l'organisation des événements à Lyon. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, en fait, là, j'ai envie d'un engagement politique. Ici, j'étais bien, j'ai apprécié la manière de faire, je suis d'accord avec le programme, avec les valeurs, et donc je vais m'encarter à un moment. Mais nous, on l'a jamais forcé. Tu vois, on n'est jamais allé chercher les gens. Et là, c'est très bien. Nous, les gens qui sont sympathisants, qui fonctionnent autour de nous, à leur place parce qu'ils y sont bien, ça nous va. On n'a pas besoin des cartes, on a juste besoin de gens qui sont sincères dans leurs convictions et qui ont envie d'aller dans la même direction que nous. Donc, 2 aspects. 1, on n'est pas obligé de recruter tout le monde. Et 2, il y a des choses qui se font naturellement quand on incarne quelque chose de sincère et d'authentique dans notre projet politique au quotidien. Ça répond à ta question ? Pas tout à fait d'accord, mais... Je parle vraiment de cette tranche d'âge de trentenaire, parce que moi je l'ai largement dépassée depuis longtemps. Fais attention, je suis presque trentenaire. Et en fait, cette tranche d'âge, en fait, il y a une telle défiance que ce sont des personnes qui ne vont pas aller voter. Et c'est cela, enfin, ça c'est dans ceux que je connais, c'est ce que je voulais dire en fait. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de rupture en fait entre l'action qu'ils mènent, et qui est une vraie action politique pour moi, et l'arrivée en fait à la légitimité du vote et du coup à pouvoir agir aussi d'un point de vue de mandat local ou national. Comment est-ce que tu vas mobiliser ? Moi je l'avais dit aux macronistes, vous allez revenir nous voir avec des larmes de crocodile pour dire oh là là il faut lutter contre l'abstention juste avant les élections. Mais vous faites quoi ? Vous faites la réforme des retraites alors que vous avez des millions de gens dans la rue, il y a les 49.3, il y a la dissolution, enfin de qui se moque-t-on ? Et oui, en fait ce que eux ils font ça nous délégitimise collectivement en tant que classe politique. Mais du coup, ça c'est notre job justement d'incarner quelque chose de différent, même quand on n'est pas au pouvoir au niveau local, par des pratiques différentes. Il n'y a que comme ça qu'on recréera de la confiance. Mais clairement, quand Réjeanne, tu fais le portrait des tendances de la société, en fait ça c'est en miroir de la crise de la démocratie représentative. C'est pas tout le monde qui est en crise. Et chez les jeunes, il y a beaucoup de... Enfin, c'est assez inégal en fonction des votes. Il y a plein de jeunes qui s'engagent plus que jamais, qui votent plus que jamais, notamment chez les jeunes femmes. Enfin, il y a aussi des bouts d'espoir. Mais c'est clair qu'on mène une bataille sur le temps long et avec des vents qui nous sont contraires. Mais on est là. Là-dessus, je pense que il faut ni idéaliser la jeunesse, ni la diaboliser. On voit que le vote extrême droite est très fort aussi chez les jeunes, qu'il y a une différence d'ailleurs entre les filles et les garçons très marquée sur le rapport au vote, que la question de la classe sociale aussi est un critère très important dans le rapport au vote. Ce qui est central, c'est en effet redonner confiance dans la démocratie représentative. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu quand même une mobilisation, en particulier au second tour des élections législatives, avec une prise de conscience que
le fait de garder au pouvoir des personnes qui respectent la démocratie libérale est une condition de possibilité des autres luttes. Donc ça, je pense que même parmi les anards, il y a eu une prise de conscience. Après, parmi la gauche, c'est une vieille histoire, hein, cette idée de est-ce qu'on est dans le fait de faire confiance en l'État, d'être en interne et de changer le système de l'intérieur, ou est-ce qu'on considère qu'il y a d'autres voies? Ça a toujours existé, ça prend d'autres visages. Après, on voit bien que la confiance, elle s'instaure, et on l'a vu avec les listes citoyennes au niveau des municipales, et il va y avoir bientôt les municipales, elle s'instaure de manière très importante au niveau local et au niveau municipal en particulier, et que ça peut être la porte d'entrée pour redonner confiance dans une politique qui porte réellement des idées, qui se donne les moyens de porter un intérêt qui ne soit pas un intérêt des élites, mais un intérêt général co-construit. Donc là-dessus, je pense que tu as eu tout à fait raison de dire que l'enjeu, il n'est pas que tout le monde soit encarté, mais qu'il y ait une prise de conscience de ce que ça veut dire que de s'abstenir dans une période où le premier parti en France, c'est un parti d'extrême droite. Ça, c'est un vrai sujet de responsabilité de chacun et de chacune face à l'importance de la démocratie représentative encore aujourd'hui en France. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un élément à discuter et que les élus locaux participent de ce chemin-là. Il reste 3 minutes. Oui, donc il y a un certain nombre d'associations, la coordination des associations citoyennes qui rassemble 100 associations, le collectif de la transition citoyenne, l'archipel des confluences, le mouvement d'écologie solidaire, etc. Donc ça fait quand même du monde, c'est significatif. S'est rassemblé et justement à travailler sur ce que vous venez de débattre. C'est-à-dire comment on se rend compte que les enjeux démocratiques, socio-écologiques sont urgents, extrêmes. Comment la société civile, qui est aussi attaquée par le gouvernement en subvention et le reste, peut se mobiliser politiquement avec le champ politique, qu'il soit partidaire ou non, mais sans évidemment être instrumentalisé dans le respect de l'identité de chacun. Donc on a pondu un petit texte qui est à disposition et on continue à travailler là-dessus. Réponse rapide du coup. Évidemment, tout ce qu'on décrit, ça s'inscrit dans une continuité d'acteurs et d'actrices qui depuis des années font le job sur le terrain et que de manière isolée, on ne fonctionnera pas tout seul. Et donc, on a la chance quand même de vivre dans un pays avec des libertés associatives qui sont certes parfois ébranlées, mais qui existent, et un fourmillement d'associations et d'initiatives citoyennes qui permet une vitalité extrêmement forte. On va pouvoir voir aussi, je pense, à la rentrée, avec une rentrée sociale particulièrement chahutée, la mobilisation du 10 septembre, on voit bien que ça fourmille dans tous les sens et qu'il y a des acteurs extrêmement différents, en fait, qui se saisissent du sujet, parce qu'on vit dans un temps où ça pulse quelque part et on a encore la possibilité que ça s'exprime. C'est difficile dans le contexte puisque les fois où ça s'est exprimé ces dernières années, ça n'a pas été entendu. Et pourtant, on a encore une vitalité qui est là et qui va s'incarner sur le terrain. Enfin, je pense que la mobilisation à la rentrée sera d'ampleur. Et donc, l'engagement, il peut être évidemment politique, mais politique ne veut pas dire partisan. Donc on peut s'engager dans les partis, mais on peut s'engager dans les associations, on s'engage dans la manière dont on fait son job, dans la manière dont on fait le lien. Tu parlais des jardins partagés. Vous viviez peut-être tous dans des villages, dans des immeubles. En fait, là, c'est déjà des graines de communauté qu'on construit et qu'on peut faire grandir ensemble et qui, sur le temps long, seront des îlots qui préfigureront des résistances locales. Donc chacun a son poste dans sa vie. On a 1001 manières de pouvoir militer, convaincre et gagner. Et je te laisserai le mot de la fin, Réjeanne. Moi, je dirais juste que merci d'avoir pris cette parole pour porter et pour dire tout ce qui existe. Et c'est vrai qu'on n'a pas, sans doute qu'on valorise pas assez tous ces réseaux, toutes ces initiatives locales, tout ce travail de solidarité et que la politique et le politique, c'est avant tout ça. Donc je pense qu'il faut en effet pas faire de confusion entre le fait de réduire la politique aux politiques professionnelles et de voir comment moi on m'a beaucoup dit les îlots feront des archipels et en effet il y a énormément de réseaux. Après il faut être vigilant en effet à garder les conditions de possibilité de cette
de cette solidarité commune. Mais merci de rappeler tout ce qui fonctionne et tout ce qui existe aujourd'hui et de pas caricaturer l'articulation avec les politiques. Donc merci beaucoup en tout cas pour cette politisation de l'espoir qui est pas du développement personnel mais qui est du développement politique ensemble. Merci beaucoup. Et donc vous pouvez retrouver Réjeanne pour échanger dédicaces à l'espace librairie. Et puis moi aussi j'y serai. Donc merci beaucoup pour votre présence.